Alors bonsoir chers tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un excellent week-end, chacun à son niveau. Ok, d'entrée de jeu, je voudrais d'abord me présenter d'abord mes sincères excuses pour la qualité de mes vidéos antérieures. Donc, j'ai eu des soucis un peu techniques. Et voilà, donc, soit c'est que le son n'est pas bien sorti, soit c'est que c'est sorti, mais ça a des coupures. Voilà, donc je voudrais, à l'entame de ce live, d'abord présenter mes excuses pour cette qualité de vidéo qui ne vous ont pas peut-être permis de mieux comprendre et puis de mieux bénéficier des enseignements que véhicule cette vidéo-là. Alors, donc pour aujourd'hui, comme je l'ai annoncé, nous allons parler de l'installation et de la gestion, voilà, d'un élevage de moutons. Donc si par exemple vous avez un projet, vous êtes peut-être de la diaspora, donc vous êtes africain, mais vous vivez au fait hors du continent africain, et puis vous avez d'accord l'ambition de mettre en place dans votre pays un projet d'agro-business, particulièrement un projet d'élevage de moutons. Alors donc je vous invite alors à suivre cette vidéo là jusqu'à la fin et pour pouvoir vraiment avoir les notions de base, d'accord, en termes d'élevage de moutons, ce qui pourront vous permettre vraiment de bien réfléchir, de bien penser et puis de bien structurer votre projet. Si vous êtes également aussi jeune, voilà, donc, et puis vous êtes en Afrique, au Bénin, chez moi par exemple au Bénin, et que vous êtes aussi intéressé par un projet d'élevage de moutons également aussi, donc la vidéo, le contenu de cette vidéo pourra également vous aider à bien voilà, monter votre projet et puis à le réussir dans la phase d'exécution. Alors donc, nous allons parler de comment installer un élevage de moutons, quelle est la procédure pour installer un élevage de moutons et comment le gérer. Comment le gérer. Donc, c'est les deux principaux pans de la question que nous allons discuter brièvement pendant ces quelques minutes-là. Alors donc, si je prends rapidement d'abord le volet installation. Le volet installation, c'est que, voilà, donc, comme le nom l'indique, il faut installer quelque chose, il faut mettre quelque chose en place. D'accord, la mise en place de l'élevage. Et à ce niveau, il y a, disons, 5 points que je vais développer. Le premier point, c'est d'abord le choix du type d'élevage et de la race d'animaux que vous voulez élever. Donc, je sais que c'est déjà les moutons. Donc, les moutons, ça c'est l'espèce. D'accord? Donc, quand je parle déjà de moutons, là, je parle déjà de l'espèce animale que je vais élever. Ça, c'est déjà connu. Maintenant, quand je rentre dans la catégorie des moutons, il y a plusieurs races. D'accord? Donc, en fonction du type d'élevage que je choisis, en fonction de la race que je choisis, donc les opérations qui vont suivre vont être un peu différentes. D'accord? Donc, ça c'est le premier point que je vais aborder dans ce volet installation. Donc, il y a le choix du type d'élevage et de la race de moutons que vous voulez élever. Le second point, je vais parler maintenant du choix du site. Donc, le site qui veut abriter votre élevage. Quels sont les critères qu'il faut utiliser pour choisir un bon site? Le troisième point, c'est comment construire, d'accord, donc la construction des bâtiments d'élevage, l'acquisition des équipements et puis des matériels d'élevage. Et le quatrième point, c'est l'achat des reproducteurs. Donc, je vais développer chaque point tout à l'heure. Donc, l'achat des reproducteurs et ensuite, maintenant, les opérations d'installation. Donc, voilà comment installer maintenant correctement les animaux. Alors, donc, sans plus tarder, je vais rapidement aller au niveau du premier point qui parle du choix du type d'élevage et de la race. Donc, le type d'élevage, quand on est en élevage
je dirais, de moutons ou de petits ruminants, mais particulièrement du mouton. C'est-à-dire tout ce qui est espèce animale, on est d'accord, voilà, tout ce qui est espèce animale qui mettent bas, qui donne des petits, on est d'accord. Donc, quelle que soit l'espèce que vous prenez, si que ce soit le lapin, les olacotes, je dirais même les poulets, c'est vrai que les poulets ne mettent pas bas, donc les poulets donnent juste des œufs qu'on fait éclore par les poussins, mais également aussi les poules pardon aussi donnent des petits. Donc toute espèce animale donne des petits et par conséquent, si vous voulez aller dans ce business-là, vous devez choisir le type de business en élevage que vous voulez faire. Quand je parle de type de business, c'est quoi? Je parle en termes de est-ce que vous voulez faire uniquement la reproduction, donc ce qu'on appelle élevage naisseur. Donc c'est que vous faites simplement l'élevage pour produire les petits que vous commercialisez. D'accord? Comme par exemple, comme ceux qui font les poussins d'un jour. Donc ils ont les équipements là, donc les incubateurs sont là. Donc les poules pondent les œufs, donc ils ramassent les œufs qu'ils mettent dans les incubateurs. Donc les œufs passent le temps qu'il faut dans l'incubateur et puis on sort les poussins d'un jour qu'on commercialise. D'accord? Donc ceux-là, c'est pratiquement la même chose que quelqu'un par exemple qui a des brebis, il la coupe les brebis mettent bas, donnent les agneaux, donc au sevrage des agneaux, automatiquement lui va les agneaux. Donc une fois que les agneaux sont sevrés, automatiquement lui les vend et puis voilà, donc la brebis rentre en même temps encore dans une autre phase de reproduction. Vous voyez, donc lui, son principal produit, c'est les agneaux sevrés que lui commercialise. Donc ça, c'est le naisseur. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'engraisseur. L'engraisseur que nous appelons aussi communément en fait l'embouche. D'accord? L'engraisseur, c'est que moi, en tant qu'engraisseur, je vais vers un naisseur pour aller acquérir les agneaux sevrés que j'engraisse. D'accord? Pendant un temps donné, généralement 5 à 8 mois pour les moutons, que j'engraisse. Et quand les animaux atteignent maintenant une taille, c'est-à-dire marchande, maintenant je les commercialise. Donc je les vends et je vais reprendre encore d'autres agneaux et puis le cycle continue. Là, je fais de l'embouche, d'accord, qu'on appelle également aussi un élevage engraisseur. Donc, ensuite, il y a maintenant l'élevage qui combine les deux, le naisseur et l'engraisseur. Donc vous allez voir aussi des systèmes d'élevage où les gens combinent les deux. Ils font non seulement la reproduction pour obtenir les petits sevrés, mais également aussi ils engraissent eux-mêmes en même temps les petits sevrés pour avoir des animaux de taille marchande qu'ils commercialisent. Donc ça, c'est les trois grands types d'élevage, d'accord, sur le plan de reproduction, sur le plan de la production. D'accord, donc vous devez savoir où est-ce que vous vous positionnez. Est-ce que vous voulez faire le naisseur uniquement, ou bien est-ce que vous voulez faire l'engraissement uniquement, ou bien est-ce que vous voulez faire à la fois le naisseur et l'engraissement, les deux à la fois. Donc ça, c'est votre choix. Donc, mais vous devez être clair au départ dans ce que vous voulez faire. C'est pourquoi j'ai clarifié d'abord ces trois grands types d'élevage que nous avons à ce niveau. Donc quand je laisse maintenant les types d'élevage tels que je viens de les clarifier, je vais maintenant au niveau de la race. Donc vous devez choisir aussi une race en fonction de vos objectifs, parce que les races n'ont pas les mêmes potentialités. Il y a des races à viande, il y a des races de moutons à viande, il y a des races de moutons à lait, il y a des races de moutons à laine, c'est-à-dire la laine c'est les poils quoi, à laine, ou bien il y a des races de moutons à peau, vous comprenez. Donc vous devez au fait savoir quelle est la race de mouton que vous voulez faire en fonction de du produit principal que vous voulez en tirer. On est d'accord? Donc, ça aussi, c'est très important que vous ayez cette notion-là. Donc, en fonction de... Si par là maintenant, votre but, c'est voilà, d'avoir des animaux pour produire la viande. Je prends juste l'exemple, par exemple, d'un projet, voilà, donc quelqu'un qui veut produire les animaux et les vendre au moment des fêtes musulmanes, par exemple. Donc là, c'est la viande qui est l'objectif principal. Donc vous devez, dans ce cas-là, maintenant faire le choix de la race qui convient.
non seulement le choix de la race, mais au départ d'abord le choix du type d'élevage. Est-ce que vous voulez faire l'engraisseur seul ou bien vous voulez faire et le naisseur et l'engraisseur, les deux à la fois. Ouais, donc il y a les races en fonction de votre besoin. On est d'accord? Donc vous devez aussi vous renseigner complètement par rapport à ça et voir en fonction de vos besoins quelle est la race ou bien quelles sont les races qui conviendraient. Ça c'est très important. Donc je voulais souligner, c'est le premier point que je voulais souligner au niveau du volet installation. Parce que l'installation, c'est pas simplement aller prendre des animaux, parce que je vois souvent les gens comme ça, ils vont souvent se lever simplement pour prendre des animaux. Parce que si vous voulez faire du business, faites vraiment du business dans le professionnalisme. D'accord? Vous voulez faire du business, soyez professionnel dans le business que vous faites et vous allez voir que le résultat sera vraiment impressionnant. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est le choix du site. Je crois que j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur cet aspect-là. C'est très important de vous assurer vraiment que le site d'installation, le site sur lequel vous voulez installer votre élevage de moutons, que ce soit un site vraiment qui respecte certaines normes, techniquement parlant. Ça peut être difficile à le faire si vous n'êtes pas du domaine. C'est pour ça que les zootechniciens sont là. Donc les spécialistes qui sont formés en production animale, je ne sais pas dire en santé animale, en production animale, qu'on appelle les zootechniciens, ils sont là pour vous accompagner. D'accord? Donc, vous devez faire un bon choix du site. C'est très important. Et quelles sont les conditions, quels sont les critères du moins, quelques-uns des critères que l'on regarde pour pouvoir choisir un site. D'abord, le plus important, il ne faut pas que ce soit dans une agglomération. Vous ne pouvez pas vouloir faire de l'élevage et faire l'élevage de moutons. De façon générale, l'élevage, mais de façon générale, pas dans une agglomération. Ça, là, c'est clair. Donc, vous ne pouvez pas, au fait, vouloir faire de l'élevage, un business, d'accord, et puis le faire en pleine agglomération. Ça apporte beaucoup de risques pour vous. Non seulement ça apporte des risques pour votre environnement immédiat en termes de santé publique, mais ça apporte à vous-même également aussi des risques de pertes financières. C'est très important. D'accord? Donc, évitez beaucoup plus au fait les zones d'agglomération quand vous voulez faire vos projets d'élevage. Ensuite, il faut que votre site soit accessible. Il faut que votre site soit vraiment accessible pour vous. Parce que si c'est un site qui est accessible pendant la saison sèche, mais la saison pluvieuse, difficilement vous avez accès à ça. Mais ça veut dire que pendant la saison sèche, vous êtes uniquement en activité, mais en saison pluvieuse, l'activité cesse. Et là, ça ne vous arrange pas. On est d'accord? Donc, il faut que l'accessibilité soit aussi un facteur très important. L'autre facteur aussi qui est aussi important, que je vais mentionner, c'est les caractéristiques au fait, du terrain. Est-ce que le terrain est inondable? Parce que je me rappelle très bien, il y a déjà 2 ans, il y a une dame qui m'a appelé moi ici au Bénin. Je suis allé sur son site, elle fait les pondeuses et elle a au fait un problème d'inondation. C'est-à-dire quand il pleut, au fait, l'eau quitte plusieurs endroits pour venir se stagner au fait sur son site. Et quand je suis parti sur le site, je lui ai dit automatiquement, madame, votre problème c'est que vous n'avez pas bien fait en fait, une étude du terrain d'abord avant d'installer votre élevage. C'est très simple que ça. Vous n'avez pas du tout fait en fait, une étude préalable avant d'installer votre élevage. Et pour le faire, voilà ce qu'il faut. Voilà ce qu'il faut. Donc, je lui ai donné les consignes qu'il faut pour pouvoir en fait, améliorer la situation. Vous voyez. Et ça a été vraiment coûteux pour elle. Ça a été coûteux parce que le truc est déjà en place maintenant. S'il faut maintenant l'adapter maintenant sur le terrain, c'est de l'argent. Donc, prendre le temps qu'il faut, mettre le peu de ressources qu'il faut au départ pour pouvoir vraiment être sûr que lors de l'exécution de votre projet, vous n'aurez pas de ce genre de problème. Je crois que c'est l'idéal qu'il faut conseiller. Et c'est ce que moi je conseille à tous les éleveurs qui me contactent, à tous les éleveurs avec qui je travaille. D'accord? Donc, il y a le choix du site sur ce plan-là. Il faut vraiment être sûr que votre site, quand vous serez en saison d'abondance pluvieuse, que votre site ne soit pas inondé. Il faut que ce soit un site qui est bien drainé. Donc quand l'eau vient, automatiquement, l'eau elle-même peut s'écouler facilement et puis partir, puis repartir. C'est très parce que nous ne pouvons pas faire de l'élevage, les animaux ne peuvent pas vivre dans l'eau, c'est impossible. On est d'accord? Donc c'est très très capital cet aspect-là aussi qu'il faut prendre en compte. L'autre aspect aussi que vous pouvez prendre en compte et qui n'est pas forcément un truc là,
c'est la disponibilité des ressources alimentaires. Parce que vous voulez faire de l'élevage. D'accord? Est-ce que dans l'environnement, là où vous voulez faire l'élevage, est-ce que les ressources alimentaires sont disponibles dans l'environnement immédiat pour vous faciliter rapidement en fait, l'accès à ces ressources alimentaires-là, pour que vous ne soyez pas obligé à chaque fois de parcourir des dizaines de kilomètres avant d'aller avoir accès, avant d'aller acheter au fait des ressources alimentaires pour pouvoir nourrir vos animaux. Quand je parle de ressources alimentaires, je parle de l'aliment des animaux. Donc, aliment ou bien n'importe quel ingrédient qu'il vous faut pour pouvoir préparer l'aliment. Donc, si vous allez faire 10 km, 20 km à chaque fois, aller-retour, ça fait 40 km avant d'aller acheter tel ingrédient pour faire ce truc-là, ça va en fait augmenter votre coût de production. Donc, l'idéal, c'est que dans votre environnement immédiat, vous pouvez faire d'abord cette prospection-là. Et c'est ce que nous on fait. Donc, quand vous nous confiez votre projet d'élevage, donc nous on va dans les milieux que vous ciblez et puis on fait une prospection pour voir quel est alors le milieu qui serait plus idéal. D'accord, sur ces plans-là, vous faites à votre activité et puis c'est là que nous mettons l'activité pour vous. Là, on sait que là, parce que c'est ce qui est sûr, vous ne pouvez jamais avoir un milieu, un site qui remplit toutes les conditions. C'est vraiment rare. D'accord, mais il y a des conditions qui sont primordiales qu'il faut observer. D'accord, donc il y a l'accessibilité aux intrants. C'est très important, l'accessibilité aux intrants, en particulier l'aliment qu'il faut pour les animaux. Et comme nous sommes ici dans le domaine de l'élevage des moutons, tout à l'heure quand je serai au niveau de la partie gestion, je vais parler brièvement de l'alimentation. Vous allez voir, c'est des animaux dont l'alimentation est basée, d'accord, à près de 80% sur le fourrage. Quand on parle de fourrage, on parle des herbes vertes. Donc ça veut dire que si votre élevage n'est pas dans un environnement où il y a beaucoup de parcours naturels, il y a beaucoup de, quand je parle de parcours naturel, je parle d'espaces vides quoi en fait. Voilà, d'espaces vides, d'espaces non cultivés, d'espaces qui peuvent générer en fait, des fourrages, des herbes vertes que vous pouvez simplement faire brouter à vos animaux. Là, ça va être difficile pour vous. Ça va être très difficile pour vous. Donc, mais ici, moi je parle ici dans le cas où l'élevage se fait en stabulation et que de temps en temps, on sort les animaux pour aller au pâturage. C'est dans ce contexte-là que moi je suis. Je ne suis pas dans le contexte où les animaux sont totalement en divagation. Parce que ici, moi je parle du professionnel. D'accord? Je parle du professionnel. Donc ce n'est pas un élevage où voilà, donc vous achetez quelques têtes de moutons et puis vous les mettez simplement en l'air. Et puis voilà, ils sont là et puis ils reviennent quand ils veulent. Il n'y a pas de... Non, c'est pas ça. Moi, je parle au fait ici d'une activité professionnelle, d'une activité sérieuse que vous voulez faire pour gagner de l'argent, correctement. C'est-à-dire une activité que vous voulez faire comme votre caille-pain. Donc, ce qui veut dire que les animaux seront en stabulation. Les animaux seront dans un local. Et leur sortie pour le pâturage sera réglementée. On sait à quelle heure ils doivent sortir, on sait à quelle heure ils doivent rentrer. Et quand ils rentrent, on sait ce qu'il faut leur faire. Tout ça là est bien suivi. C'est dans ce contexte-là que je suis actuellement dans cette vidéo. Donc, voilà quelques trucs là, quelques critères que vous devez observer, que vous devez prendre en compte si vous voulez choisir un site sur lequel vous allez installer votre élevage de moutons. C'est très important. Est-ce que le pâturage est disponible dans l'environnement? Est-ce que c'est disponible? Est-ce que les autres matières premières alimentaires comme les concentrés là, sont aussi disponibles dans l'environnement? Est-ce que vous pouvez les avoir facilement? C'est très important et très capital cette question-là. On est d'accord? Donc, il y a beaucoup de critères, il y a beaucoup de critères. Donc, peut-être si vous suivez ma vidéo et que vous voyez qu'il y a des critères que je n'ai pas énoncés, vous pouvez toujours les mettre dans la section de commentaires et puis les partager avec mon auditoire. D'accord? Donc, ça, c'est le point sur le choix du site. Il faut suivre ces critères-là pour pouvoir être sûr que le site que vous choisissez ne va pas vous poser problème en termes de rentabilité de votre activité. Juste quelques secondes aussi pour vous parler d'une expérience. Donc, il y a un monsieur chez moi ici au Bénin et je ne vais pas en fait donner la localité pour ne pas en fait dévoiler son identité ou autre là. Et il a installé son élevage de petits ruminants, donc de moutons et de chèvres, en pleine agglomération. Quand il dit en pleine agglomération, c'est-à-dire pendant que lui installait l'élevage, il n'y avait pas encore trop de monde autour de lui. Mais 3-4 ans après l'installation de son élevage, les gens sont venus construire tout autour de lui. D'accord? Donc, les digestions des animaux
on ne commence pas à dégager des odeurs pas possibles, que ne commence pas à déranger en fait, les voisins. Donc les voisins se sont plaints, on est d'accord, auprès des structures compétentes, et puis on l'a sommé de quitter parce qu'il est en train de polluer l'environnement pour les voisins. Donc les structures compétentes, on est d'accord, l'ont adressé une note pour dire bon, tu as de temps à temps pour délocaliser ton élevage de cette zone-là. Vous voyez, or, pour pouvoir mettre en place un élevage comme ça, il a investi. Et quand on parle d'investissement, tout investissement est récupérable sur un temps donné. Construire un bâtiment d'élevage, on peut le récupérer sur 10 ans, mais il fait à peine 3 ans, et puis on dit bon, dégage de là. Vous imaginez en fait les pertes là, ça veut dire qu'il reste pratiquement pas de 7 ans d'investissement. Vous voyez, donc c'est pourquoi on dit, au fait, il faut vraiment faire ces études-là au préalable, pour être sûr que vous n'allez pas tomber demain dans ces cas-là. C'est très important. Donc, à part, une fois que le site est connu, et puis le site est bien choisi, il faut aller maintenant vers la construction des trucs là. Donc, la construction, vous pouvez faire l'élevage de moutons. Donc, le modèle est très simple. La bergerie, donc ce qu'on appelle la bergerie, donc c'est le local, c'est le bâtiment d'élevage même. Donc il faut prévoir une bergerie, il faut prévoir un magasin là où vous allez stocker vos matériels, vos aliments et autres, ainsi de suite. Et il faut prévoir maintenant un dortoir pour l'animalier, celui qui va suivre les animaux pour vous, quand même un dortoir, là où il va rester. Tout ça là, je crois que vous savez déjà tout ça là. Maintenant, moi je vis maintenant au niveau de la bergerie. La bergerie est subdivisée en deux parties. Il y a l'abri et puis il y a la cour. Donc c'est comme nos maisons ordinaires, quoi. Vous comprenez, donc je construis ma maison, donc j'ai ma propre maison, donc la maison là où moi-même je vis, et puis j'ai une cour qui est devant ça. D'accord, ce qui fait que bon, si je suis fatigué de rester à l'intérieur de ma maison, je peux sortir pour aller dans ma cour, et puis pour prendre de l'air. C'est pareil aussi pour les moutons. Donc il y a l'abri qui est là, d'accord, et l'abri prend généralement un tiers de la superficie totale de la bergerie. Et les 2 tiers restants, c'est la cour. C'est la cour où les animaux, le matin, on les fait sortir de l'abri et ils viennent maintenant dans la cour pour pouvoir vraiment bénéficier du soleil, bénéficier de l'environnement. Donc tout ça là est clôturé. Donc c'est tout ça qui fait la bergerie. D'accord? Donc dans la bergerie, je répète, il y a l'abri, donc là où les animaux restent pour pouvoir se protéger contre les intempéries, c'est-à-dire si le soleil est trop fort, ou bien s'il y a la pluie, tous ces trucs-là, c'est là où ils restent. Ou bien si on fait des manipulations sur eux, c'est là où on les pack. On est d'accord? Mais la cour est là, pour les faire sortir, pour qu'ils puissent se balader dans la cour et puis prendre de bon air, puis ainsi de suite. On est d'accord? Donc ça, c'est le modèle de construction. Et pour faire la construction, nous, on recommande beaucoup plus au fait que vous utilisez les matériaux locaux. C'est bon, si vous avez les moyens d'importer des matériaux de l'extérieur, de la Chine et autres, là, c'est bon. Mais tout ça là, c'est des coûts, au fait. C'est des coûts. Au lieu que chez nous, ici, il y a des matériaux qu'on peut facilement valoriser. Facilement valoriser pour faire un élevage exceptionnel. Donc, vraiment, moi, je recommande beaucoup plus, au fait, que les éleveurs ou les entrepreneurs aillent vers ces modes de production vraiment responsable sur le plan environnement et puis sur le plan financier. Que vous ne dépensez pas assez pour faire quelque chose alors que vous pourriez normalement déjà en fait faire la même chose avec pratiquement le tiers de ce montant là, mais avoir le même résultat. Et c'est en cela en fait que l'étude de faisabilité au départ est importante, parce que si on fait l'étude de faisabilité au départ, on vous aurait déjà clarifié tout ça là. Vous dit, même si vous allez prendre des machines ou bien des équipements pour pouvoir construire les enclos depuis la France, ou bien si vous faites, vous utilisez tel matériau local chez nous ici, vous pouvez avoir approximativement le même résultat. On va tout vous clarifier. Donc c'est très important. Donc les équipements matériels d'élevage, donc il y a ce que nous appelons le bassin de bain, parce que comme c'est des ruminants, donc on fait des bassins dans lesquels parfois on met des désinfectants et puis les animaux rentrent dedans pour faire du bain. Donc le bain permet en fait d'éliminer en fait les parasites externes, donc les tiques, les puces, et ainsi de suite, qui sont parfois dans les trucs là, dans les poils qui les dérangent parfois. Donc il y a le bassin qui est dans la cour, comme est dans la cour. Donc c'est un bassin, comme je l'ai dit, qu'on construit dans la cour, et puis on fait de temps en temps de façon
à une fréquence donnée, un bain d'étiqueur au fait aux animaux. Donc c'est là. Ensuite, dans la même cour également aussi, il y a les mangeoires, les abreuvoirs, tout ça, vous le savez déjà. Donc les mangeoires et abreuvoirs, donc c'est là où mangeoire, c'est là où on sert à manger les animaux. Abreuvoir, c'est là où on leur sert de l'eau de boisson. D'accord? Il y a ce qu'on appelle aussi maintenant des dispositifs de suspension de fourrage, qu'on appelle les suspensions de fourrage. Donc c'est des dispositifs qu'on fait de façon traditionnelle, d'accord? Et au lieu de servir le fourrage par terre aux animaux, on suspend le fourrage pour que les animaux puissent le prélever. L'avantage de ça, c'est que le fourrage ne tombe pas par terre, même si les animaux tirent ça, ça ne tombe pas par terre. Mais quand vous mettez le fourrage soit à même le sol, ou bien soit dans un mangeoir, vous comprenez, dans un bol, pour eux, parfois eux-mêmes, ils traînent au fait les herbes vers le sol, et là, ce n'est pas bien. Les herbes peuvent être souillées, peuvent être contaminées, ils vont prendre ça, et puis c'est des problèmes de maladie. Donc, il y a ce système de suspension de fourrage que l'on fait dans la cour. On est d'accord? Dans la cour. Tout ça là, c'est dans la cour. Donc, c'est dans le bassin, mangeoire, abreuvoir, suspension de fourrage, et maintenant le suspenseur de pierre à lécher. Donc, la pierre à lécher, c'est aussi important parce que c'est une source de minéraux et de vitamines pour surtout de minéraux. C'est une source de minéraux pour les ruminants. Donc, comme vous voulez faire du mouton, le mouton c'est un ruminant. Donc, il faut au fait maintenant mettre en place aussi des dispositifs là où vous allez maintenant suspendre également aussi ces pierres à lécher là pour que les animaux puissent passer la laper et puis voilà avoir ce qu'il leur faut pour couvrir leurs besoins en minéraux. Donc tout ça là c'est dans la cour. Maintenant si on vient maintenant au niveau de l'abri, comme vous le savez, donc les animaux seront logés donc, dans des loges. Excusez-moi un peu la répétition, donc ils seront paqués au fait dans des loges et dans chaque loge il y aura maintenant ce qu'on appelle les reposoirs. Les reposoirs c'est comme les palettes qu'on fait dans les magasins, les palettes qu'on fait en bois et sur lesquelles au fait on pose les sacs qu'on entrepose. L'avantage de ceci c'est que ça permet aux animaux de ne pas se coucher dans leur propre crotte, dans leur propre urine. Donc on fait les reposoirs de telle sorte que l'animal, même s'il chie, même s'il l'urine va en bas, mais lui-même il est en haut. Donc il se couche sur son reposoir, il se repose, bien il dort là. Donc c'est très important. Donc ce sont quelques-uns des équipements et puis des matériels que on peut retrouver au fait dans une bergerie, d'accord, pour l'élevage des animaux. Maintenant, le quatrième point, c'est l'achat des reproducteurs. Donc en fonction du type d'élevage que vous voulez faire, si c'est que vous voulez faire l'élevage naisseur ou bien l'élevage naisseur engraisseur, ce qui est sûr, il y a là en fait la reproduction. Vous allez vous-même reproduire les animaux. Donc il faut acquérir des reproducteurs. Donc pour acquérir les reproducteurs, il y a aussi des critères qu'on observe. Sinon vous allez prendre des animaux qui vont venir chez vous, mais qui ne vont jamais mettre bas chez vous. Ils ne vont jamais donner, surtout les femelles, les brebis, qui ne vont jamais donner de petits chez vous parce que c'est des femelles, c'est-à-dire naturellement, génétiquement, elles sont infertiles. D'accord? Donc, mais en tant que zootechnicien, quand vous allez sur le terrain, donc il y a des signes que l'on observe, il y a des informations que l'on demande sur l'animal d'abord avant de le choisir pour être reproducteur chez vous. Je me rappelle aussi en 2022, il y a un monsieur en France, il vient en France, un Béninois qui vient en France, il m'a contacté et il m'a demandé, bon tiens, voilà, je vais faire un élevage de moutons. Excusez-moi un peu, c'est un musulman, donc il a comme projet de faire un élevage naisseur-engraisseur. Donc, et son but, en fait, c'est de produire les moutons pour les fêtes musulmanes, tabaski, etc. Donc, je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Dès que tu es prêt, je lui ai fait tout ce qui est étude préalable, tout et tout. Je lui ai fait tout ce qui est étude de faisabilité, tout et tout. On a identifié le site, là où il va faire le projet, tout et tout. Le monsieur, il rentre de France, il vient et il ne me dit rien et il va simplement au marché de bétail et puis il achète les animaux, des brebis. Moi j'étais à un séminaire quand il m'appelle pour dire bon tiens je viens d'acheter tel nombre de brebis. Il dit mais comment ça? Vous ne pouvez pas en fait aller comme ça au marché pour acheter des brebis et puis maintenant pour ramener les brebis sur le site, les brebis ont commencé par avoir de problèmes de santé. C'est là il m'a appelé maintenant pour m'informer. Il dit mais comment ça? Je ne peux pas. Vous voyez donc ça c'est des erreurs. Je vous dis ce monsieur là il a perdu tous les animaux.
malgré que je sois venu, et puis j'ai fait le traitement qu'il faut, fait ça, mais il a perdu tous les animaux. Et puis il en a appris de son erreur, parce que je lui ai expliqué là où il a gaffé. Je ne peux pas vouloir, au fait, acheter des animaux pour la reproduction, et puis aller les prendre au marché de bétail. Et puis encore, un marché de bétail, après la fête de Tabaski. Vous voyez, vous imaginez, c'est que les gens sont déjà venus, au fait, acheter les bons animaux, les bonnes têtes d'animaux, et puis c'est les restes là, qu'on n'a pas acheté là, qui sont là, et puis lui là, les prend ça pour faire la reproduction. Ça, c'est une erreur monumentale, c'est impossible. C'est impossible. Donc, le choix de la reproduction, des reproducteurs se fait de façon, c'est-à-dire, suivant des normes vraiment bien précises. Et nous, en tant que zootechniciens, quand on va sur le terrain, l'idéal que moi je recommande souvent aux gens, c'est qu'il faut aller dans un élevage bien reconnu pour pouvoir acheter vos reproducteurs. C'est très important. Il faut aller dans un élevage qui est bien suivi. Bon, quand il est bien suivi, c'est vrai que ça va être difficile d'en trouver, mais quand même, quand vous voyez l'état des animaux, et que vous avez les informations sur les animaux de la part des propriétaires des animaux, même parfois ça peut vous convaincre. Ça peut vous convaincre, ça peut vous donner quand même si ce n'est pas à 100%, mais quand même, ça peut vous donner un peu d'assurance, quoi, au fait, sur la qualité, au fait, des animaux que vous prenez. Vous voyez, donc, il faut aller vers les élevages pour prendre les animaux. Et si vous avez, par chance encore, un zootechnicien avec vous, s'il vous plaît, confiez cette tâche-là, en fait, aux zootechniciens, puis laissez-le vous amener des animaux vraiment qui vont vraiment faire le travail que vous leur demandez, que vous souhaitez dans votre élevage. Parce que si vous voulez faire un élevage naisseur et engraisseur, ça veut dire que c'est la reproduction qui est la base de votre production, qui est la base de votre activité. Si la reproduction est faussée, c'est fini. Vous ne pouvez pas avoir des résultats. C'est impossible. Vous ne pouvez pas. On est d'accord? Donc c'est très important parce que nous quand moi je vais dans un élevage pour acheter par exemple des brebis, on est d'accord? D'abord, je parcours plusieurs élevages et puis c'est dans ces élevages-là que j'ai parcouru que je cible maintenant les élevages qui peuvent au fait fournir les animaux. Ce n'est pas tous les élevages que je parcours qui doivent fournir. Donc je vais parcourir 10 élevages dans la zone, dans la région, mais je cible une ou bien deux, trois élevages qui peuvent me fournir. Parce que quand je parcours les élevages, je questionne le fait de l'éleveur. Je vois les conditions dans lesquelles les animaux sont élevés. Je vois ça. Et puis l'éleveur, je le questionne comment il les nourrit, comment il les traite, avec quoi il les traite. Est-ce que les animaux que je vais prendre là, est-ce que les parents sont là? Si les parents sont là, je vais voir les parents. Tout ça, en fait, c'est des études que nous faisons. C'est pourquoi tout à l'heure, je disais tout à l'heure que moi, je parle ici du professionnel, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas dans le professionnel, vous pouvez trouver ce que je dis là, en fait, de contraignant. Mais si vous voulez faire une activité professionnelle et puis gagner de l'argent avec ça, je vous en prie, c'est très important de prendre en compte ce que je dis. C'est très important. Donc faites-vous accompagner, à défaut, par un technicien. Ou soit, prenez tout votre temps, faites les prospections qu'il faut faire, étudiez chaque élevage que vous visitez et puis choisissez bien l'élevage qui pourra vous fournir les reproducteurs. C'est très capital. Ensuite, maintenant, une fois que les élevages sont identifiés, les animaux, les reproducteurs sont identifiés, donc vous les achetez et puis vous les convoyez chez vous. Le convoi des animaux doit être fait dans des conditions bien précises, soit tôt le matin ou bien tard le soir. Tôt le matin ou plus tard à 9h, c'est que les animaux sont déjà sur votre site. Soit tard le soir, à partir de 16h, 17h, vous pouvez faire le voyage des animaux, mais pas en pleine journée. Ça, c'est la première condition, très importante. Deuxième condition, il faut que le moyen de transport que vous voulez utiliser ne cause pas en fait trop de stress aux animaux. Il y a ça aussi. Je vois des animaux qu'on met sur moto, on les attache les pieds. Non. Mais quand c'est comme ça, mais votre animal il est stressé. Et quand on parle de stress là, on parle d'une quantité énorme d'adrénaline dans son sang, dans son organisme. Et quand c'est comme ça, quand vous venez chez vous, il faut d'abord ce que les anglophones appellent le cooling. C'est-à-dire qu'il faut le déstresser complètement d'abord avant que l'animal ne puisse maintenant se dire, bon voilà, je suis maintenant apte à produire pour vous. Et ça là, c'est un coût aussi pour vous. Parce qu'il faut des antibiotiques, il faut des vitamines, il faut faire ci, il faut faire ça. Ça, tout ça là, c'est des coûts pour vous en fait. Au lieu qu'au départ,
Vous aurez dû simplement utiliser un bon moyen de transport. Et puis voilà, vous évitez tous ces stress-là en fait, aux animaux. C'est vrai qu'ils seront certainement stressés. Quand vous les déplacez automatiquement, ils seront stressés. C'est clair. Mais pour réduire le stress là, il faut bien choisir le moyen de transport. Et il faut aussi respecter le moment de transport. Donc tôt le matin ou tard le soir. C'est très important, chers amis. D'accord? Parce que vous voulez avoir un bon résultat de l'animal, il faut que vous le mettiez dans les bonnes conditions, dans le confort qu'il faut pour avoir en fait, de bons résultats chez lui. Donc quand l'animal vient, avant même que l'animal ne vienne, vous avez déjà fait visiter les élevages. Donc vous savez déjà en fait, de quoi est-ce que les animaux se nourrissent là-bas. Vous savez déjà de quoi est-ce qu'ils se nourrissent là-bas. Parce que si vous avez l'animal chez vous et que vous changez subitement d'alimentation, ça peut avoir aussi, vous pouvez aussi avoir aussi ça peut créer en fait, un choc, ou bien voilà, un choc alimentaire. Donc, ce que nous conseillons en fait, c'est quoi? Quand vous vous renseignez là-bas, là où vous avez acheté l'animal, si c'est les mêmes fourrages, les mêmes herbes, voilà, qui sont là-bas, sont chez vous, là c'est parfait. Si les ressources alimentaires complémentaires, les compléments alimentaires concentrés que l'autre éleveur donne aux animaux pendant que c'était chez lui là-bas, si vous avez accès aux mêmes compléments ici, c'est parfait aussi. Maintenant, au cas où vous n'avez pas accès aux mêmes choses, avant de quitter là-bas, achetez quelques quantités de chacune de ces ressources-là. Et puis, venez avec ça. Ça vous permettra en fait de faire ce qu'on appelle la transition alimentaire pour vos animaux. Donc, les 3 premiers jours que vos animaux vont faire chez vous, vous allez faire une transition alimentaire pour les habituer progressivement à la nouvelle ration que vous avez chez vous, au nouveau fourrage, c'est-à-dire au fourrage dont ils n'étaient pas habitués chez eux là-bas, là, et qui est chez vous là. Donc, il y a une technique pour les habituer à ça, la transition alimentaire. Et là, le choc est moindre. Je dis tout ça parce que si ce n'est pas respecté, ça a un impact sur la reproduction des animaux. C'est clair. Ça n'est pas ça. Vous allez voir vos animaux et puis voilà, soit elles-mêmes, soit elles tombent gestantes et puis quelques mois après, vous voyez que la gestation a disparu. Ça peut être aussi par le stress, par la mauvaise transition alimentaire. Tous ces facteurs-là peuvent créer ça. C'est pour ça que nous, en tant que zootechniciens, on met en place on essaie de respecter toutes les normes qu'il faut pour éviter, pour prévenir ces cas d'avortement, ces cas de mauvaise mise bas, ces cas de telles choses, et ainsi de suite. Nous, on est formés au fait pour prévenir tout ça. D'accord? Donc, vous venez avec quelques échantillons de ces aliments-là et puis ça va vous aider à faire la transition pendant les 3 premiers jours des animaux sur votre site. Quand les animaux viennent, comme ce qu'on fait aussi pour les poussées, quand vous achetez les poussées d'un jour, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne maintenant d'abord de l'eau sucrée quand ils viennent, comme un anti-stress. C'est pareil ici également. Donc il faut soit de l'eau sucrée, soit de l'eau citronnée, en tout cas n'importe quel quand même produit, que ce soit biologique, comme chimique, comme synthétique, comme les vitamines synthétiques là, qu'on vend dans les pharmacies autres là, que vous pouvez prendre et puis le donner au fait à vos animaux pour les faire trucs là. Une fois que cela est fait, pour être sûr que vous voulez démarrer votre élevage, votre projet avec des animaux qui sont en de très bonne santé, on propose maintenant que vous fassiez un traitement préventif à base d'antibiotiques pendant au moins 5 jours. D'accord? Voilà. Donc il y a des antibiotiques qui existent que vous pouvez utiliser pour pouvoir faire un traitement préventif pendant au moins 5 jours. On propose également si vous voulez déparasiter. Vous faites un déparasitage aux animaux avant de commencer maintenant votre activité. C'est très important. C'est très important. Donc vous-même, quand les animaux viennent chez vous, vous les déparasitez et puis vous les faites maintenant un traitement à l'aide d'un antibiotique précis. Si vous maîtrisez plus encore les plantes médicinales, là c'est encore parfait. Parce qu'il y a des plantes médicinales aujourd'hui qui déparasitent naturellement, comme le fagara. Le fagara, c'est la plante qui a les épines là. Même les feuilles ont aussi des épines. Mais les moutons, ils adorent ça. C'est un déparasitant à haute dose. Nous, on a travaillé sur ça et puis on a vu que ça contient beaucoup de molécules qui déparasitent les animaux. Donc vous pouvez simplement, au lieu d'aller prendre
d'aller acheter des produits à la pharmacie vétérinaire pour venir injecter ça aux animaux. Vous pouvez simplement servir à vos animaux pendant 2 à 3 jours des feuilles de fagara. Là, vous êtes sûr que vos animaux sont déparasités. C'est clair. Ils sont déparasités. Ça, c'est déparasitage interne, ça. On est d'accord. Maintenant, si vous voulez faire aussi des déparasitage externe avant de démarrer, votre bassin est là, dans l'abri. Vous faites une solution d'hivermectin peut-être là, et puis voilà, donc n'importe quelle solution que vous pouvez voir sur le marché, et puis voilà, vous faites un bain, vous faites à vos animaux, et puis voilà, vous allez voir que leur pelage va être vraiment bien assaini, il n'y aura pas de ces insectes-là qui vont les nuire, donc tout ça là, et puis vous gardez maintenant ces traitements-là à des fréquences données. Mais au départ, comme ça, vous devez forcément le faire pour vous assurer que vos animaux veulent démarrer vraiment bien. Voilà, leur séjour chez vous. En plus de ça, il y a maintenant l'alimentation. J'en ai déjà parlé un peu brièvement tout à l'heure. Donc, il faut que quand les animaux viennent chez vous, là, que vous leur servez l'aliment auquel ils étaient habitués chez eux là-bas. Si éventuellement l'aliment n'existe pas chez vous, donc vous venez avec quelques échantillons de cet aliment-là que vous achetiez là-bas, que vous ramenez. Mais si vous avez accès aux mêmes aliments chez vous, tant mieux. Donc il faut déjà servir les animaux en même temps et puis ils vont manger. Parce que l'alimentation, le fait qu'ils mangent également aussi, c'est aussi une source au fait aussi d'anti-stress. Ça diminue au fait aussi le stress chez les animaux. Donc voilà de façon générale ce que je peux dire par rapport à l'installation d'un élevage de moutons. J'avais prévu parler des 2 volets, installation et puis gestion, mais je crois que le temps est parti. Le temps est parti parce que quand je commence parfois comme ça par parler, parfois je rentre dans le développement, et puis parfois le temps peut facilement partir. Donc je crois que je vais carrément alors laisser le second volet sur la gestion, voilà, pour le dimanche prochain. Là, je vais parler maintenant de beaucoup plus de la gestion sur le plan technique, parce que c'est ça qui me concerne moi particulièrement. C'est vrai qu'il y a la gestion financière qui est là, mais moi je vais plus parler de la gestion technique en parlant de comment gérer la reproduction, donc comment faire reproduire les moutons. On va en parler. Après la reproduction, comment sevrer les petits et puis comment les faire prendre du poids, donc comment les engraisser. On va en parler également aussi. Nous allons parler aussi de l'alimentation, comment gérer l'alimentation, d'accord, des moutons. Donc je vais en parler également dans ce volet gestion là aussi. Et aussi du volet santé, du point sur la santé des animaux. Donc comment maintenir une bonne santé pour les animaux. Ça c'est très important. Donc moi je suis un zootechnicien, je ne suis pas un vétérinaire. Je suis un zootechnicien et la formation que j'ai reçue, c'est comment faire, quelles sont les mesures que je dois mettre en place pour pouvoir prévenir les maladies chez mes animaux. Par tous les moyens, que ce soit à travers l'alimentation, à travers le confort environnemental que je leur crée, à travers l'eau que je leur sers, à travers ça, je dois garantir vraiment cette là. Donc ce sont les points que je vais aborder le dimanche prochain, et puis je vous invite au fait à rester connecté et à suivre ça pour pouvoir en bénéficier. Donc je vous dis à dimanche prochain par la grâce de Dieu. Bye bye.